Donc, je vais vous parler du CNRS et essayer de vous expliquer comment on prend en compte ces questions de la transition au CNRS. Mais peut-être avant ça, quelques mots sur le CNRS, puisque le CNRS a cette particularité, quand on demande aux gens de citer un organisme de recherche, on dit CNRS. Et quand on demande aux gens quels sont les mots auxquels vous associez le CNRS, vous savez, de façon à avoir un nuage de points, là, il y a 4 mots. C'est Centre national recherche scientifique. D'accord ? C'est-à-dire qu'en fait, comme on fait tout, les gens ne savent pas vraiment ce qu'on fait. Donc j'ai essayé de vous dire un peu plus de ce qu'on fait au CNRS. Le CNRS en quelques mots. D'abord, on a été créé le 19 octobre 1939, ce qui n'est pas complètement anodin, parce que si vous êtes un tout petit peu féru d'histoire, 19 octobre 1939, c'est quelques semaines après la déclaration de guerre à l'Allemagne. On peut dire qu'ils n'avaient pas autre chose à faire que de créer le CNRS. Et en fait, la réponse est non, parce qu'en fait, dès le début de l'histoire du CNRS, il y avait cette idée qu'on allait développer une science qui allait être au service de la société, ce qui est notre motto aujourd'hui, et en l'occurrence au service du conflit qui s'annonçait et dont personne, bien sûr, ne mesurait la gravité. On a 2 pères fondateurs, Jean Zay, homme absolument remarquable, ministre de l'Éducation nationale, auquel on doit non seulement le CNRS, qui est déjà pas mal, mais aussi le Palais des Découvertes, et aussi le Festival de Cannes, malheureusement assassiné par les milices vichysoises à l'âge de 40 ans, et Jean Perrin, prix Nobel de physique en 1926. Donc au départ, 40 labos, 1000 membres, je saute et j'arrive à la situation d'aujourd'hui, on est beaucoup plus gros. Donc le CNRS, c'est une grosse institution, vous voyez qu'on emploie, non vous ne voyez pas d'ailleurs, parce que c'est derrière les chaises, mais on emploie 32 000 personnes, dont 28 000 scientifiques. On est organisé en plus de 1000 laboratoires sur l'ensemble du territoire français. Tous ces laboratoires sont en partenariat avec les universités et les grandes écoles. Et ce qui se sait moins, c'est qu'on a beaucoup de relations avec l'industrie. On crée entre 80 et 100 startups par an. Et c'est des startups de qualité, puisque ce soir, on va faire un événement avec Challenge qui a classé les 100 startups dans lesquelles il faut investir. Ils avaient fait ça en 2023, il y en avait 19 qui étaient issus du CNRS. On s'est dit on a mis la barre haut, mais cette année, il y en a 26. Donc l'an prochain, on ne va pas réussir à faire aussi bien. Mais ça prouve quand même que c'est des startups qui comptent. Et il y a même une d'entre elles qui est rentrée au CAC 40 il y a quelques années, qui est Eurofins Scientifique, ce qui est quand même pas mal. Et puis on a aussi 300 laboratoires avec des industriels dans lesquels on fait notre métier, à savoir de la recherche fondamentale, mais on l'a fait sur des questions qui ont été définies avec les partenaires industriels. Voilà. Et puis on est très présent à Horizon Europe, le programme cadre européen. Et puis on a un budget qui est conséquent, hein, 4,2 milliards d'euros, 3 milliards qui est votre argent, celui des contribuables, la subvention pour charge de service public, et le milliard 2, c'est de l'argent compétitif qu'on va chercher à l'Europe, comme je viens de le dire, à l'ANR, l'Agence nationale de la recherche, auprès des collectivités territoriales et bien sûr aussi auprès des industriels. Alors, qu'est-ce qu'on fait au CNRS ? On fait de la recherche fondamentale. Alors vous allez me dire, la recherche fondamentale, moi ça ne m'intéresse pas, ce qui m'intéresse c'est les applications. C'est pas contradictoire. C'est-à-dire que les applications, elles naissent de la recherche fondamentale. Les startups, elles naissent de la recherche fondamentale. Et d'une certaine façon, il n'y a pas d'histoire de transfert de la recherche vers la société sans le début de l'histoire, qui est la recherche fondamentale. D'accord ? Vous ne pouvez pas avoir une histoire sans début, n'est-ce pas ? Et le début, c'est la recherche fondamentale. Donc on fait ça dans l'ensemble des disciplines, avec 3 cibles particulières. La première qui nous regroupe aujourd'hui, qui nous rassemble aujourd'hui, ce sont les enjeux sociaux. C'est-à-dire le changement climatique, la transition énergétique, la perte de biodiversité, la santé, sont des sujets sur lesquels on a besoin de sciences, et on a besoin de sciences multiples, je vais y revenir. La deuxième cible, c'est le monde économique, je viens d'en parler, avec la création de start-up et ses laboratoires communs. Et la troisième, qui est importante, c'est l'aide à la compréhension et à la décision, c'est-à-dire fournir aux décideurs, fournir aux citoyens, aux citoyennes, des connaissances qui vous permettront ensuite de décider ce que vous voulez, mais c'est une façon de lutter contre les fake news, c'est une façon de rappeler que la science, c'est pas de la croyance, c'est-à-dire vous ne pouvez pas dire la Terre est plate. Ou plutôt, vous pouvez le dire, mais c'est une connerie, hein, et tout le monde le sait. Mais il y a d'autres sujets, je ne veux pas être polémique aujourd'hui, sur lesquels on a des affirmations qui sont de même nature, avec les gens qui vous disent « moi je crois pas au vaccin ». C'est aussi idiot que de dire « la Terre est plate ».
D'accord ? Donc c'est la liberté d'expression, la liberté de parole, la liberté de penser. C'est pas la liberté de remettre en cause un certain nombre de vérités scientifiques. Et ça ne veut pas dire que tout est vérité scientifique. Il y a plein de choses qu'on ne sait pas, il y a plein de choses qu'on sait mal, mais il y a quand même un certain nombre de choses qu'on fait. Si je lâche la télécommande, là, je ne vais pas le faire, vous rassurez-vous, mais elle va se casser la figure, c'est la gravité, et vous ne pouvez pas dire la gravité, moi j'y crois pas. Et je pense que c'est extrêmement important d'apporter des connaissances, d'expliquer ce qu'est la démarche scientifique. Encore une fois, après, chacun a le droit de décider ce qu'il veut, mais au moins avec des connaissances, et c'est fait partie de ce qu'on fait. Et sur quoi on s'appuie pour ça, et ça c'est vraiment le point le plus important, c'est un potentiel d'interdisciplinarité unique. Aujourd'hui, il n'y a plus de sujets, quasiment plus de sujets, que ce soit les enjeux sociaux, que ce soit les préoccupations industrielles, qui peuvent être abordés de façon monothématique. Si vous prenez la santé, qui nous préoccupe tous, la santé, c'est bien sûr de la biologie, parce qu'il faut comprendre le corps humain, mais c'est aussi de la chimie, parce qu'il faut faire des médicaments. C'est aussi des modèles mathématiques. On l'a vu pendant la crise du Covid. Il y a régulièrement des gens qui venaient vous présenter des graphiques. C'est des données. C'est des capteurs, parce qu'on va mettre des capteurs un peu partout pour essayer de mesurer l'activité de votre corps. C'est aussi des sciences humaines et sociales, parce que comprendre ce à quoi ce qu'on est prêt à faire, ce qu'au contraire on n'est pas prêt à faire, c'est absolument indispensable. Donc c'est de l'imagerie, pour ne citer que quelques exemples. Vous voyez que ça nécessite des approches qui sont pluridisciplinaires. Et si je prends la transition énergétique, c'est tout aussi vrai. La transition énergétique, c'est les sciences du climat, c'est de la géologie, c'est là aussi des comportements, c'est les sciences humaines et sociales. Et ce qui fait la force du CNRS, c'est d'avoir en son sein l'ensemble des compétences qu'on peut donc mobiliser en fonction du sujet. Le deuxième atout, c'est l'organisation de la recherche française, c'est-à-dire qu'on est très lié avec les universités, les grandes écoles. Tous les laboratoires du CNRS sont communs avec l'université et les grandes écoles. Et le troisième atout extrêmement important, c'est les coopérations internationales. Il faut bien comprendre que la science, elle est universelle. La science, elle se fait au niveau de la planète. Il n'y a pas une science asiatique versus une science européenne versus une science américaine. Pour américaine, je suis plus tout à fait sûr, mais on va attendre un peu. Et c'est important de développer ces relations de coopération internationale. Et donc, on est au cœur de cette transition écologique, et on est au cœur parce qu'on est avant tout un apporteur de solutions, ou d'embryons de solutions, mais c'est aussi un sujet qui, en tant qu'institution, doit nous préoccuper, et je vais vous dire en quelques mots ce que nous faisons dans ce sujet. Alors, quelques exemples de ce qu'on peut faire en termes de recherche scientifique. C'est trois exemples très, très divers. Un premier exemple, c'est Jean-Marie Tarascon. Donc, Jean-Marie Tarascon, c'est quelqu'un qui est professeur au Collège de France, membre de l'Académie des sciences, et qui a été lauréat de la médaille d'or du CNRS il y a 2 ans. Donc, la médaille d'or, c'est considéré comme le prix scientifique le plus prestigieux de la recherche française. Il y a une médaille d'or par an, toutes disciplines confondues. Et Jean-Marie Tarascon, c'est quelqu'un qui travaille sur les batteries, qui est à l'origine notamment d'une start-up qui fait des batteries solides et des batteries de nouvelle génération qui sont aujourd'hui commercialisées. Vous pouvez aller chez, je ne citerai pas une marque, mais acheter des batteries, des petites visseuses avec ces batteries-là. Et ça illustre parfaitement ce que je disais tout à l'heure, c'est cette capacité à concilier une recherche fondamentale au meilleur niveau international. On peut difficilement trouver un CV plus prestigieux que celui de Tarascon, avec des applications qui vont jusqu'au produit. Un autre exemple, c'est ce que fait Claude Grison et son équipe, qui a eu le prix de l'inventeur européen 2022, qui est à l'origine aussi d'une start-up qui s'appelle BioInspire, qui a été classée en 2023 par Challenge comme la start-up dans laquelle il fallait investir. Très franchement, je trouve qu'il y a aussi un petit coup de cœur, parce que ce que fait Claude Grison, c'est qu'en fait, elle utilise des plantes pour dépolluer des sols, donc assainir les sols à partir de plantes en utilisant les propriétés catalytiques des plantes. Et puis, on a évidemment plein de recherches autour de l'énergie sous toutes ses formes. Et là, nous, on est agnostiques, donc c'est aussi bien l'énergie nucléaire que l'énergie renouvelable que les énergies à base fossile. On a besoin pour les unes et pour les autres de recherche, et ça pose des questions, bien sûr, de production, de stockage, de diffusion. Et là encore, ce sont des recherches qui nécessitent des compétences multiples, parce que
Par exemple, vous avez entendu parler de tout ce qui est smart grids. Comment on fait pour, dans un mix énergétique, diffuser, utiliser au mieux l'ensemble des énergies? Comment on fait, et là encore, c'est les sciences humaines et sociales, pour travailler avec les utilisateurs, pour faire en sorte que l'offre qu'on leur propose corresponde à leurs attentes et qu'ils soient prêts à accepter peut-être un certain nombre de contraintes, mais en leur expliquant les avantages qu'il peut y avoir. Tout ça, c'est ce qu'on fait dans cette cellule énergie qui regroupe plus de 200 laboratoires au sein du CNRS, avec, encore une fois, des choses extrêmement diverses. Et tout à l'heure, je n'ai pas parlé, bien sûr, de la question du transport de cette énergie. Donc, c'est pas forcément, vous avez entendu parler du GIEC, bien sûr, en anglais IPCC, et le CNRS est le premier contributeur du GIEC, non pas le premier en France, mais le premier worldwide d'articles scientifiques qui sont utilisés par le GIEC. On est aussi très présent à ce qui est un peu l'équivalent du GIEC, l'IPBES pour la biodiversité. Et de manière générale, si on regarde les 17 objectifs de développement durable des Nations Unies, en fait, pour chacun d'eux, on a besoin de science, on a besoin de recherche, et c'est quelque chose auquel on essaye de contribuer. Bon, à tel point qu'il a été créé l'an dernier 7 agences de programme, je ne vais pas rentrer dans ces détails-là, mais dont une agence qui s'appelle, qui est la deuxième, la Climat, Biodiversité, Société Durable, qui nous a été confiée. Alors, ça ne veut pas dire que tout le CNRS va faire du climat, de la biodiversité et des transitions des sociétés durables, mais c'est un sujet qui est essentiel, sur lequel, encore une fois, j'insiste, l'ensemble des disciplines du CNRS peut être mobilisé. Et vous voyez, je ne vais pas détailler les autres agences qui sont présentes, qui ont été créées. Et il y a aussi, dans le cadre de France 2030, ce qui s'appelait avant le SGPI, le Secrétariat général à la politique d'investissement, il y a des... Alors on adore les sigles dans le monde de l'enseignement supérieur et de la recherche. On a créé des PEPR. Donc les PEPR, c'est des programmes et équipements prioritaires de recherche. Et le CNRS copilote ou pilote 2/3 de ces PEPR qui sont sur des sujets extrêmement variés. Plusieurs, et un grand nombre qui sont en lien avec la transition énergétique, je vais revenir, mais vous voyez que des sujets qui sont complètement différents, comme par exemple celui du milieu, qui est industrie culturelle et créative, ou, je ne sais pas moi, sur stockage moléculaire de données. Ça, c'est un truc fabuleux, mais je n'ai pas le temps de vous en parler. Mais ça montre là encore ce que nous faisons. Maintenant, si je reviens, comme je disais, aux PEPR qui sont en lien avec la transition énergétique, il y en a un grand nombre. On les a mis dans la colonne de gauche, là. Alors, vous voyez que ça va des grands fonds marins, puisque comprendre les grands fonds marins est un enjeu majeur, mais ça va jusqu'aux questions de décarbonation des mobilités, de ville durable et bâtiments innovants, de décarbonation de l'industrie. Et tous ces programmes nationaux sont des programmes auxquels le CNRS non seulement contribue, mais encore une fois, à la charge de les piloter ou de les copiloter. Et puis, on nous a aussi demandé, et ça je crois que c'est extrêmement important, le ministère de la fonction publique, la transformation et la fonction publique, nous ont demandé de former les 25 000 hauts fonctionnaires de l'État. Et donc, on a mis ça sur pied sur l'ensemble du territoire. Ça rejoint la troisième mission que j'évoquais tout à l'heure, cette aide à la compréhension, à la décision. Et l'idée, c'est de fournir à chacun de ces 25 000 hauts fonctionnaires de l'État, incluant les 220 directeurs et directrices d'administration centrale, un bagage minimal pour comprendre la problématique de la transition écologique. Et comme ça a bien marché, le ministère s'est dit, c'est très bien, maintenant il faudrait former les 2,5 millions, c'est en bas à gauche, là, les 2,5 millions d'agents publics. Et là, on a dit, super idée, mais c'est pas nous. Parce qu'on passe pas à l'échelle et que notre métier principal n'est pas de faire de la formation, même si on était ravis de le faire, mais ça montre aussi les limites et il faut ensuite, encore une fois, être capable de développer ça. Et puis l'autre point, donc voilà, si j'essaie de vous convaincre qu'on était avant tout un apporteur de solutions, mais bien entendu, on a nous-mêmes notre propre empreinte carbone. Et ça, c'est un sujet qu'on a voulu aborder
avec rigueur. Alors, il y a une façon très simple de diminuer l'empreinte carbone du CNRS, c'est de fermer le CNRS. Là, on n'a plus d'empreinte carbone, le problème est résolu. Ce que nous croyons, sans doute de façon immodeste, c'est que ça serait plus problématique que de maintenir cette empreinte carbone. On a un autre sujet, c'est le fait même de diminuer notre empreinte carbone. On est évidemment en accord avec ça, à condition qu'on tienne en compte l'augmentation de nos activités. C'est-à-dire que si on a plus d'activités, forcément notre empreinte carbone a tendance à augmenter. Donc il faut aussi relativiser l'empreinte carbone par rapport au volume d'activité. Et ce qu'on a voulu faire, peut-être surtout, c'est avoir une approche scientifique de notre empreinte carbone. Alors vous allez me dire, pour un organisme de recherche comme le CNRS, c'est le minimum qu'on peut attendre. Mais au CNRS, les gens qui constituent le CNRS sont des femmes et des hommes normaux, avec de l'affect. Et par exemple, il y a un certain nombre de chercheurs qui nous disent « Oh là là, mais il faut absolument qu'on arrête de prendre l'avion, on va arrêter toutes ces missions internationales ». On leur a dit que, ça ne nous semblait pas forcément une bonne idée que de les arrêter toutes, parce que les échanges sont essentiels. Il faut collaborer de façon internationale. Et puis surtout, on leur a dit, mais attendez, on va mesurer notre empreinte carbone. Et vous vous rendez compte sur le petit camembert qui est là, qui est que les déplacements professionnels, c'est 6%. Que les déplacements domicile-travail, c'est 3%. Ce qui veut dire que si demain, je décide qu'on arrête tous les déplacements internationaux ou nationaux et qu'on met tout le monde chez le soi, ce qui serait une catastrophe pour la recherche, il ne nous reste plus que 91% de notre empreinte carbone. D'accord ? Et donc ça, je crois que c'est vraiment important, c'est que chacun se donne les moyens de mesurer son empreinte carbone et d'essayer de voir qu'est-ce qu'on peut améliorer. Et on peut améliorer des choses, bien sûr, mais on peut l'améliorer sur une base qui est scientifique et pas idéologique. L'idéologie, c'est très bien, l'affect, c'est très bien, mais je pense que si on veut diminuer notre empreinte carbone, il faut avoir une approche rationnelle des choses. Et c'est ce qu'on a essayé de faire. Donc comme tout thermomètre, on peut discuter du thermomètre. La seule chose qui est vraiment intéressante, c'est de voir comment ça évolue. Et en fait, on s'est rendu compte en 3 ans, puisqu'on a fait la première évaluation en 3 ans, que en fait, on a augmenté notre empreinte carbone. Et pourquoi on a augmenté notre empreinte carbone ? Parce qu'en fait, si on regarde les différents postes, on a diminué effectivement les déplacements professionnels, un petit peu. On a diminué le coût des déplacements domicile-travail, mais la consommation d'énergie, comme c'est basé sur la facture, ça a augmenté. Et les achats, comme on a plus d'activités, ça a plutôt augmenté. Avec en plus le fait que l'État là-dessus est pas, à mon avis, n'a pas une politique complètement optimale, c'est-à-dire que l'empreinte carbone liée aux achats, elle est proportionnelle au prix que vous payez. Ce qui veut dire que si vous payez 120 quelque chose qui, en termes de construction, a une empreinte carbone moins grande, donc qui serait en fond bénéfique, ça me coûtera plus cher, entre guillemets, dans mon empreinte carbone que si je paye un truc 100, mais qui a été fait de façon non écologique. Donc ça, c'est un vrai sujet. Et donc, on a, malgré tout, essayé de mettre en place un certain nombre de mesures sur les 4 grands volumes de nos activités. Le premier, c'est les achats. Ça, c'est vraiment le point important. Vous avez vu que dans les achats, c'est 90% de notre empreinte carbone. Donc, il faut absolument qu'on arrive à augmenter les clauses environnementales dans nos achats. Et encore une fois, c'est les vraies clauses environnementales, c'est pas juste proportionnel au prix. Ça, c'est important. La mobilité, on essaye, un peu comme tout le monde, c'est pas très original, mais de tenir compte, encore une fois, de la capacité aujourd'hui, la crise sanitaire nous l'a montré, à faire un certain nombre de réunions avec Zoom ou Teams ou ce que vous voulez. Encore une fois, ça ne remplace pas tout. Le côté on boit une bière ensemble ou un café reste essentiel pour les contacts scientifiques, mais c'est malgré tout, on peut les réduire. Et puis, un domaine qui est évidemment important, c'est le numérique. Donc, comment on fait pour mieux évaluer l'empreinte environnementale du numérique ? Comment on fait pour utiliser des techniques qui sont toutes bêtes, mais comme avoir du refroidissement à eau tempérée et pas du refroidissement à eau froide ? Ça fait partie des sujets qui sont importants. Et puis, bien sûr, des choses qui sont probablement communes à toute organisation, mais comment on fait pour accélérer la performance énergétique des bâtiments ?
Pour vous donner un chiffre, on a au CNRS, on gère de l'ordre d'1 million de mètres carrés chaudes, avec des bâtiments qui, pour certains, datent pas de la création du CNRS, mais pas loin. Et évidemment, il y a les marges de manœuvre, et puis, bien sûr, tout ce qui est alimentation durable. Et je suis presque comme ma thèse en 180 secondes. Là, il me reste 5 secondes pour vous remercier de votre attention. Merci.